Une semaine dominée par l'inscription de l'avortement dans la loi fondamentale. 50 ans après la loi Veil, cette journée du 8 mars va être l'occasion d'une cérémonie rare et solennelle. À midi, Emmanuel Macron va poser le sceau de l'IVG sur la Constitution où sera désormais mentionnée la liberté de recourir à cet acte irréversible. Tout un décorum s'ajoute à d'autres gestes et déclarations. Nous écrivons l'histoire, a dit une députée LFI. On a aussi éliminé la Tour Eiffel. Ces lumières ne nous plongent-elles pas dans le monde de l'obscurité et aussi de l'obscurantisme, tant le débat semble interdit sur le sujet. Mais en tout cas, sur notre antenne, on essaie de faire notre possible. On verra jusqu'où vont nos débatteurs. La Dame de Fer, mais aussi le dôme doré des Invalides, dont la flèche ne porte pas de croix ni de drapeau sur l'affiche destinée aux Jeux Olympiques. S'agit-il d'une forme de déconstruction ? On verra là aussi ce qu'ils en pensent. La terrible solitude des enseignants face aux menaces et aux agressions à l'école, un phénomène pointé par le Sénat. Et puis les responsables chrétiens en France appellent à un cessez-le-feu à Gaza. Ce ne sont pas les seuls, mais il y a des voix dans le monde qui essaient que ce conflit ne soit pas oublié. C'est aussi un sujet que nous avons mis au menu de ce grand débat, qui sera donc animé par Philippe Clanchet, journaliste à Réforme Témoignage Chrétien. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Et Elisabeth Geffroy, qui est rédactrice en chef du mensuel La Nef. Bonjour Elisabeth. Bonjour Louis. Ilyes Zouari est quant à lui président du Centre d'études et de réflexion sur le monde francophone. Bonjour Ilyes. Et vous connaissez bien les questions démographiques également. Alors on va commencer peut-être avec vous. Tenez Elisabeth, justement sur cette question, c'est le 8 mars, journée de la femme. Je vais vous faire l'amitié de commencer. Et donc d'appréhender ce sujet difficile à traiter parce qu'il semble que dans l'espace médiatique, la chose soit déjà compliquée à aborder dans toute sa complexité, non ? Totalement. D'ailleurs, cette constitutionnalisation de l'IVG qui aurait dû donner lieu à un débat pour ou contre la constitutionnalisation de l'IVG a de facto donné lieu à un débat pour ou contre l'avortement, ce qui a en fait confisqué et sapé tout type de débat possible. Donc ça, c'est absolument certain. Moi, l'impression qui domine après la journée de lundi, la journée du 4 mars, c'est quand même une immense tristesse. Et qui contraste assez violemment. C'est le mot utilisé par les évêques. C'est le mot utilisé par les évêques. Moi, c'est vraiment le sentiment qui m'imprègne. Le gouvernement et une certaine gauche a voulu en faire une fête, un événement républicain festif. Et il y a un décalage terrible entre cette pseudo-fête, cette volonté de fête, et la réalité dont il s'agit, à savoir l'annihilation et l'extraction d'un embryon humain du milieu qui est censé le protéger et le faire grandir, à savoir le corps de sa mère. Et Simone Veil elle-même disait l'avortement est toujours un échec, sinon un drame. On était lundi soir très loin de cette tonalité grave, dans cette espèce de fête complètement factice et artificielle. Et effectivement, je pense que ça a été rendu possible par le fait qu'on n'a jamais posé le fond, on n'est jamais allé jusqu'au fond du débat. C'est-à-dire le fond du débat sur l'avortement, c'est quelque chose de difficile à dire, mais c'est incontournable. C'est quand même la question du statut de l'embryon humain. Et philosophiquement, scientifiquement, je ne parle pas théologiquement, mais philosophiquement, la réalité, c'est qu'il est impossible de trancher le statut de l'embryon humain. Personne ne peut dire « je détiens le bon critère » ou le bon point de bascule dans le stade de développement de l'embryon qui me permet de dire qu'à un instant T, on a un amas de cellules dont on peut disposer à notre convenance et à un instant T plus 1, on a un être humain avec tout le respect et la dignité qui lui est due. Donc, en l'absence de ce point de bascule absolument sûr qui ferait consensus dans la communauté scientifique qui n'existe pas, on est obligé de suspendre notre jugement et de s'en tenir à une forme de doute, de rester à la porte du mystère et de rester dans une forme d'incertitude. Du coup, c'est un non-sujet. En tout cas, surtout, la constitutionnalisation de l'IVG, c'est tout l'inverse de cette façon d'habiter le doute. C'est une façon de mettre du dogmatisme, du péremptoire, de l'idéologie dans une matière qui devrait être celle de la suspension de notre jugement. Et c'est toute la pensée occidentale, en fait, qui est en porte-à-faux avec cette attitude. Tout l'effort de la philosophie depuis Platon est d'essayer de comprendre ce que Kant appelle les limites de la simple raison, de comprendre ce qui est un objet d'étude possible, ce qu'il est en notre pouvoir de trancher et ce qui n'est pas en notre pouvoir de trancher. Et donc là, on a tranché contre. Et là, on a dit, avec la constitutionnalisation, le statut de l'embryon humain et donc l'avortement qui en dépend n'est plus soumis au doute. Et avec toutes les conséquences pratiques que ça va avoir possiblement sur la clause de conscience des médecins, etc. Mais en tout cas, philosophiquement, c'est un geste qui est en rupture avec l'entièreté de notre tradition. Notre doute aurait dû être suspendu, habité. Philippe Clanchet.
Je crois que si on étudie effectivement ce qui s'est passé ces derniers jours, il y a un manque immense de modestie de la part de tous les intervenants dans ce sujet. Elisabeth l'a dit, les politiques, bon, c'est pas une victoire, c'est une victoire pour personne, cette affaire-là. Alors effectivement, ça peut faire plaisir à des courants féministes qui portent cette question-là depuis très longtemps. Donc voilà, mais bon... sur le terrain, oui, mais sur le terrain, ça ne va pas changer grand-chose. Les personnes qui considèrent que l'accès à l'avortement est trop difficile du fait des conditions, notamment dans certains endroits où il n'y a pas de médecin et où la santé est dans l'état qu'on connaît, ça ne changera rien. Ceux qui s'opposent philosophiquement à l'interruption volontaire de grossesse seront privés du débat. Elisabeth l'a très bien dit. Donc j'ai l'impression que dans cette affaire-là, personne n'a gagné. Je lis un texte du père Louis-Marie Guiton, là, du diocèse de Toulon, un texte qu'il a publié dans La Vie, qui me paraît très juste et qui demande pardon pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on a à se pardonner. D'abord les hommes, je crois que c'est une vraie mise en question pour les hommes, cette histoire de l'avortement dont souvent les hommes sont très absents dans la décision, dans la façon d'accompagner les femmes. Donc il dit pardon pour les violences masculines, pardon pour l'absence des pères. Avons-nous été solidaires avec les femmes confrontées à une grossesse non désirée? Il y a vraiment toute une réflexion à se poser sur la place de l'homme sur ce sujet-là. C'est vrai qu'ils sont peu sollicités. Hein. Alors, soit dans le débat, j'entends. Hein. Soit ils ne sont pas sollicités, soit ils ne veulent pas prendre une place parce qu'ils n'assument pas et parce que la question de porter un enfant non désiré, c'est une question qui est vécue de l'intérieur par la femme. Le choix, il est porté par la femme. Et il y a un problème de déséquilibre. Et je voudrais vous reprendre juste, Louis, vous avez dit qu'on était le 8 mars. C'est la journée pour les droits des femmes. C'est pas la journée des femmes. C'est quels droits on leur donne. Pendant très longtemps, la société leur a assigné essentiellement un devoir, notamment le devoir d'accepter tout ce qui se passait dans leur vie, dans leur corps. Aujourd'hui, elles revendiquent des droits. Elles le revendiquent fortement, d'autant plus que pendant très très longtemps, elles en ont été privées. Et l'Église catholique n'a pas beaucoup aidé à leur donner des droits pendant très longtemps. Ça commence à changer un petit peu. Nous sommes aussi aujourd'hui, le 8 mars, une date très importante pour les catholiques. C'est la journée mémorielle de prière pour les personnes victimes d'abus dans l'Église. Et je pense que la façon dont les catholiques sont entendus dans ce débat, elle est à entendre aussi à la façon dont aujourd'hui une parole venant des institutions catholiques est légitime sur des questions de morale sexuelle. Et globalement, les catholiques sont actuellement inaudibles. Et peut-être qu'il faut qu'ils se disent là, soyons modestes, puisque la façon dont nous adressons au monde, ça passe pas parce qu'il y a eu trop de scandales, il y a eu trop de choses qui ont été ratées. La place de la femme n'a pas été entendue, la place de la personne victime n'a pas été entendue, la place du plus petit a tellement été mis de côté par l'institution catholique qu'aujourd'hui elle a du mal à être entendue dans ce débat, alors qu'effectivement, Elisabeth l'a dit, elle a quelque chose à dire. Ilyes Zouari. Ah oui, en ce qui me concerne, je trouve que c'est regrettable d'avoir introduit donc l'interdiction de l'IVG dans la Constitution. Je pense que ce genre de questions sociales comme l'IVG ou encore l'euthanasie peut-être n'ont pas leur place dans la Constitution pour la simple raison que ce sont des sujets qui méritent, c'est pour lequel le débat doit rester ouvert, doit rester possible, autorisé, donc pour différentes raisons, notamment éthiques ou philosophiques. Et le fait d'inscrire cette interdiction dans la Constitution est une manière de clore et même d'interdire tout débat en la matière, ce qui est assez regrettable. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui le seul pays au monde à l'avoir fait. Je ne pense pas que nous serons suivis de sitôt par d'autres pays. Ça me fait penser un petit peu à la réforme des 35 heures. Donc la mesure des 35 heures il y a plus de 20 ans. On pensait que le monde nous suivrait. Pour finir, aucun autre pays au monde nous a suivis. Ça me fait penser aussi au niveau de la démographie et des recensements de population à la méthode qu'on avait mise en place en 2004, le recensement par sondage plutôt que le recensement exhaustif. Et pour finir, presque aucun pays dans le monde nous a suivis. Et je pense qu'il en sera de même pour cette question de l'interdiction d'IVG. La France se croit être le précurseur. En fait, elle n'est pas tant pionnière que cela. Non, j'ai bien étudié la question. Pour ce qui est de l'interdiction claire et nette et très explicite dans la Constitution, nous sommes les premiers à l'avoir fait. D'autres ont utilisé des formulations plus ou moins assez floues, notamment dans certains pays de l'ex-Yougoslavie qui dataient des années 70, ou encore, je crois, à Cuba. Mais en fait, si on regarde bien les choses de plus près, aucun pays n'interdit explicitement, ou plutôt ne consacre explicitement l'IVG.
donc le droit à l'IVG dans la Constitution. Et puis d'ailleurs, Alors même, lorsque l'on même vote- des pays totalitaires qui ont en quelque sorte un appareil juridique tout à fait arbitraire. Oui, tout à fait. Non, on parle là de l'autorisation de l'IVG Mhm. dans la donc De l'inscription de l'IVG dans la l'inscription du droit à Constitution. de l'IVG dans la Constitution. Effectivement, aucun pays ne l'a dit de manière explicite. Je crois qu'à Cuba ou dans quelques pays de Yougoslavie, il y a des formulations du genre que les droits reproductifs et sexuels des femmes sont autorisés. Je crois que c'est à Cuba que c'est ainsi écrit. Voilà, mais c'est assez flou en fait. Rien ne dit clairement, voilà, le droit à l'IVG est un droit consacré dans la Constitution. Et d'ailleurs, je ne pense pas que d'autres ne suivront de sitôt, et d'autant plus d'ailleurs que de plus en plus de pays dans le monde connaissent aujourd'hui une situation démographique dramatique. Ça c'est un élément dont on n'a pas suffisamment conscience. On a beaucoup de pays en France, la majorité des pays de l'Union européenne aujourd'hui ont un déficit naturel qui est considérable et qui se creuse d'année en année, c'est-à-dire un excédent des décès sur les naissances. Des pays comme l'Italie est aujourd'hui à un solde négatif d'environ 300 000 personnes par année, ce qui est dramatique. L'Allemagne à peu près à 200 000, la Pologne à 150 000 ou bientôt 200 000. Même la Pologne. Donc, même la Pologne. En fait, c'est un phénomène général, ou quasi général. La France sera bientôt en territoire négatif dans 1 ou 2 ans. Et en fait, c'est un phénomène inédit dans l'histoire, à savoir, c'est un phénomène d'autodestruction que je n'hésite pas à qualifier d'autogénocide de population, qui fait que je pense que dans quelques années, de plus en plus de voix s'élèveront pour revenir, notamment, au moins partiellement, sur justement la question de l'avortement pour des impératifs démographiques. Alors il ne s'agit pas, bien évidemment, je terminerai juste sur ça, d'obliger les femmes ou les foyers, j'aime pas trop dire obliger les femmes, je préfère parler de foyers, donc à faire des enfants, mais au moins de ne pas banaliser la question de l'avortement. Et tout doit être fait, notamment pour des impératifs de plus en plus démographiques, comme je l'ai dit, et ce phénomène inédit dans l'histoire de l'humanité, celui d'autodestruction de population, d'encourager les foyers à avoir des enfants et non pas les encourager au contraire ou à avorter. Voilà, D'autant simplement. qu'Emmanuel Macron avait pris les engagements sur le front du réarmement démographique début janvier. Voilà, Philippe aussi. Plancher. Alors pour revenir sur l'aspect démographique qu'évoque Ilyes à l'instant, moi ça m'a fait penser une question. Il y a un double mouvement dans la société française qu'on entend beaucoup. C'est à la fois l'infertilité de beaucoup de couples et de beaucoup de couples qui sont en souffrance de ne pas avoir d'enfants, et de l'autre beaucoup de femmes qui se retrouvent avec un enfant non désiré. Voilà. Alors est-ce qu'un jour on peut réfléchir, et là le législateur pourrait avancer sur toutes ces questions d'accouchement sous X, de comment on fait pour gérer cette double tension, effectivement, qui pourrait permettre de résoudre une difficulté démographique que la France connaît moins, vous l'avez évoqué, que d'autres pays, mais qui va se poser à terme. Oui. C'est vrai qu'il y a une sorte de réponse unilatérale et on n'aborde pas d'autres solutions qui pourraient tout à fait exister. La mise à disposition de l'enfant non désiré à l'adoption, par exemple, Oui, ou l'adoption. l'accouchement sous X, etc. Voilà. Bien sûr. Elisabeth Geffran. Bien sûr, et d'ailleurs, la concentration du débat sur l'IVG empêche en partie de poser ces autres questions qui seraient des questions de santé publique et de justice, même vis-à-vis de certaines femmes. On sait d'ailleurs que les femmes plus précaires avortent davantage que les femmes qui le sont moins, ce qui est quand même assez révélateur. Mais j'aimerais surtout réagir à d'autres choses qu'on a dites auparavant. Vous parliez, Philippe, de féminisme notamment. Moi, ce qui m'a frappée dans cette séquence, c'est que j'avoue que je suis exaspérée et presque déprimée de recevoir des leçons de féminisme d'une certaine gauche qui devient complètement schizophrène sur la question des droits des femmes. Une gauche qui fait de Judith Butler son égérie, qui l'invite à Sciences Po, Judith Butler, qui explique que le Hamas fait partie de la gauche progressiste mondiale, le Hamas qui viole et mutile des femmes par centaines, qui en retient captives. On aimerait voir le sort des femmes dans la bande de Gaza. En tout cas, c'est vrai que je partage votre avis. Mais c'est ahurissant. Cette gauche qui est la grande amie des islamistes, qui sont eux-mêmes les amis bien connus des femmes. Cette gauche qui, au Parlement européen... Vous êtes ironique, là. Bien sûr, qui, au Parlement Faut le préciser à la européen, radio, c'est pas si simple. proclame que la joie est dans le hijab. Et cette gauche-là vient nous expliquer que, au fond, ce sont les rétrogrades réactionnaires contre l'avortement qui menacent le droit des femmes aujourd'hui. C'est franchement une farce et qui ne me fait pas beaucoup rire. Ensuite... sur ce que vous disiez, Philippe, aussi par rapport à l'institution catholique, qui effectivement est dans une position délicate, étant donné les scandales récents. C'est vrai pour ce qui concerne l'institution. Maintenant, quand on regarde une certaine presse ou certaines voix catholiques qui pourtant portent, on n'est pas loin, vous en appelez à la modestie, et je comprends bien. Je pense que parfois la frontière entre la modestie et la lâcheté est assez fine.
Et sur cette affaire de la constitutionnalisation de l'IVG, moi, je suis désolée de le dire avec ces mots-là, mais j'ai eu l'impression d'assister au déshonneur et à la démission d'une certaine presse catholique qui s'est engouffrée dans ce mouvement-là en disant qu'au fond, c'est effectivement un mal nécessaire, une loi de santé publique utile qui permettait d'éviter le moindre mal, le sens de l'histoire inéluctable, que l'Église devait se positionner à la suite de la société, etc. Je suis désolée, autant philosophiquement, je pense qu'on doit être dans la suspension du jugement. Théologiquement, quand on est catholique, on est en communion avec une Église qui explique que la question de l'IVG n'est pas à la carte et qui a répondu à cette question-là, et de façon très ferme. Donc, se dire catholique et venir expliquer que, au fond, c'est quand même une question compliquée, etc., c'est faux. Catholiquement, c'est très, très simple comme débat. Et cesser de mener ce combat-là et juste essayer de suivre la société dans son mouvement, je pense qu'il y a là une forme de lâcheté, de déshonneur, de manque de courage prophétique. Et c'est vraiment malheureux, parce que si les catholiques ne sont plus là pour faire exister ce débat-là, personne d'autre ne le fera à notre place. Philippe Clanchet. Oui, effectivement, ça pose. Alors, je vous rejoins tout à fait, Elisabeth, sur la question d'une certaine gauche qui est absolument d'une gauche féministe qui ne sait pas où elle en est. Ça, je partage tout à fait cette idée-là. Concernant l'Église catholique, il y a quand même une question de posture. Je crois que certaines personnes dans la galaxie catholique n'ont pas réussi à faire le distinguo entre dire ce qu'elles considèrent comme un comportement juste si on se définit comme catholique, si on est en référence à l'évangile et à la tradition, qui est une chose, une façon de se positionner, et puis continuer à vouloir faire la loi de la République. Je crois que cette tension-là, même si elle n'est pas dite, elle existe toujours, et qu'il y a un petit peu ce regret d'une certaine époque, qui a duré quand même au moins le 19e siècle et une bonne partie du 20e, où les deux choses étaient liées, c'est-à-dire où, comme c'était une façon de voir la société totalement dominante, eh ben, c'est globalement les idées catholiques s'imposaient aux législateurs. Bon, c'est plus le cas, je crois qu'il faut en faire le deuil, les catholiques sont une minorité, ils ont une parole forte, ils la donnent. Alors attention à ne pas interdire les catholiques de parole, et c'est une tension qui peut arriver notamment dans un certain nombre de médias, ça il faut être très attentif. Les catholiques s'expriment, donnent une façon... Qu'est-ce que vous voulez dire, Philippe, là ? Je veux dire que s'exprimer en disant « voilà ce que nous, catholiques, nous pensons », est une chose, et de dire on est malheureux, on ne les écoute pas, les gens sont méchants, la société est méchante, le législateur est méchant, parce qu'il n'écoute pas et parce qu'il ne se plie pas à la façon de lire de l'Église catholique. À mon avis, ça, c'est pas possible. Le législateur sanctionne une réalité. Le législateur, il travaille pour 60 millions de personnes, et sur ces 60 millions de personnes, l'Église catholique est un courant qui a des idées, qui a une expertise, et voilà. Et puis on est dans le jeu où des fois on gagne, ou des fois on perd. Il y a certaines idées qui avancent et certaines idées qui sont plus difficiles. C'est pas juste de perdre ou de gagner, c'est que apparemment le combat n'est pas mené non plus. Oui, et surtout j'ai l'impression que vous pointez un écueil qui n'existe pas. Enfin, pour moi, ce danger-là de penser que les catholiques veulent que la République se plie à chacun de leurs desiderata moraux. Si, on peut l'entendre dans certaines déclarations épiscopales par moment. Enfin, il y a une notion de combat qui nous fait remonter au 19e siècle, du combat entre les républicains et les catholiques, et qu'il faudra absolument gagner. On est devenu tellement minoritaire et tellement peu influent que notre rôle devient effectivement de faire entendre notre voix, parce que non pas la voix en tant que catholique ayant une foi, mais la voix de ceux qui se disent héritiers d'une tradition morale universelle, en tout cas qui a une vocation universelle. Et ce que je disais sur l'avortement, par exemple, d'un point de vue philosophique, sur la suspension du jugement et le fait qu'on doit être habité par le doute et non pas la certitude quand il s'agit de ce sujet-là, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique aux catholiques. C'est vraiment la réflexion, c'est l'humaine raison qui nous fait parvenir à cette conclusion. Donc, ici, les catholiques veulent se faire... À mon avis, ce qu'ils reprochent, c'est quand même de ne pas être entendus et que le débat n'ait pas lieu. Ce n'est pas que la République ne prenne pas en dictée chacune de leurs revendications. Je pense que c'est vraiment un problème qui juste n'existe pas aujourd'hui dans le catholicisme. Bon, alors, on parle de 3 personnes qui sont un non-problème. Mais vraiment, je pense que on est beaucoup plus aux prises avec la lâcheté de certains qu'avec la volonté d'imposition d'autres. Trop en retrait pour vous, Elisabeth. Je voulais juste revenir sur un point qu'on avait brièvement abordé tout à l'heure, celui du désir d'enfant. Il y a un élément qui est assez important à savoir, auquel qu'on ne sait pas forcément, c'est que toutes les études démontrent bien que, en fait, le désir d'enfant est toujours légèrement supérieur chez les femmes que chez les hommes.
et non pas l'inverse comme pourrait le penser. Donc en réalité, ce sont plutôt les hommes qui freinent un petit peu pour avoir des enfants et pas les femmes. Et ce qui démontre d'ailleurs très bien qu'il y a un énorme décalage en réalité entre une large partie des femmes de notre pays et les associations féministes qui prétendent parler en leur nom. Voilà, c'était juste un point qu'il faut rappeler, je pense, assez régulièrement. Il y a un décalage donc dans ceux qui animent ce débat aussi, oui, apparemment, entre l'opinion et la manière dont le sujet se présente dans sa complexité. Je précise qu'aux États-Unis, la chose rebondit quand même beaucoup parce que on sait que cette constitutionnalisation est une réponse à l'initiative de la Cour suprême, non pas de supprimer l'avortement aux États-Unis, ce qui n'était pas du tout le cas, mais de renvoyer les États fédérés à leurs propres responsabilités. Joe Biden s'est montré très offensif sur la question dans le cadre de cette campagne qui se déroule en vue de l'élection qui aura lieu donc dans 8 mois. Et il a eu des mots extrêmement catégoriques sur le sujet que j'essaie de retrouver, qui montrent qu'en fait, il y a une forme de résonance, une défense enflammée du droit à l'avortement pour Joe Biden. Lors de son discours sur l'état de l'Union, il a évoqué le pouvoir électoral aussi des femmes à 8 mois donc de cette présidentielle. Peut-être d'ailleurs que cette réalité jouera, et que c'est un enjeu aussi électoral en France. Le pouvoir des femmes existe-t-il d'un point de vue électoral ? Voilà, c'est une dernière réflexion sur le sujet. Est-ce qu'il y a un moyen, est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur cette question que vous auriez aimé ? Peut-être essayer de proposer un autre positionnement chez chrétiens, par exemple, parce que là, on a parlé effectivement de la tradition du positionnement catholique. Je lis un texte qui a été fait par les courants luthéro-réformés en France et qui disent les protestants considèrent que chacun et chacune est responsable devant Dieu de ses paroles comme de ses actes. Aussi, ils et elles reconnaissent davantage dans un incessant débat éthique, là ça rejoint ce que vous dites Elisabeth, ajusté à la vie, plutôt que dans une position morale arrêtée une fois pour toutes. Voilà. Donc la question c'est comment on se positionne aujourd'hui pour être audible dans la société sans renoncer à ses convictions. On sait que la tradition protestante elle est différente de la tradition catholique. Peut-être que c'est à entendre aujourd'hui pour permettre de faire naître le débat. Et là je crois qu'on est tous d'accord qu'il y a un problème de débat confisqué ou de débat impossible aujourd'hui, qui est quand même regrettable. Elisabeth Geffroy ? Oui, là-dessus, c'est très intéressant d'entendre ce que disent nos amis luthériens, mais on n'a de fait pas la même tradition morale. Et typiquement, quand je lis dans une certaine presse catholique que l'IVG, c'est une loi bienvenue de santé publique qui permet d'éviter le pire, en fait, on est dans ce qui est accepté par les protestants, à savoir le fait que la fin justifie les moyens et que la morale catholique réprouve traditionnellement, réprouve catégoriquement. Et là-dessus, ce n'est pas quelque chose... Enfin, l'Église demande toujours aux chrétiens de réfléchir et d'assimiler intellectuellement ce qu'elle lui propose. Mais en l'occurrence, elle ne lui dit pas « c'est à la carte, choisissez et prenez ce qui vous plaît ». Elle est pour la morale du double effet, ce qu'on appelle le principe du double effet. Donc, par exemple, si la vie de la mère est en danger, évidemment, on peut en arriver à certaines extrémités où il faut sacrifier l'enfant, etc. Donc, l'Église pense ces situations complexes, mais elle explique que la fin ne justifie pas les moyens. Donc, sacrifier le plus vulnérable n'est pas une option possible. Et là-dessus, je suis contente que les luthériens gardent le débat ouvert, mais l'Église a en quelque sorte tranché, et c'est compliqué d'arriver 2 siècles après en disant il faut rouvrir tous les débats. Elisabeth Geffroy, Philippe Clanchet, Ilyes Zouari. Le grand débat continue après 8h, après les infos, avec d'autres sujets que nous aurons à discuter jusqu'à 8h30.